Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Fil d'Actu, l'émission qui donne du sens à l'information. Au sommaire aujourd'hui, derrière l'affaire Théo, quel quotidien pour les habitants des banlieues, François Fillon, un scandale peut en cacher un autre, et Grèce quand les vautours se disputent un pays. La semaine dernière, l'affaire Théo, du nom du jeune homme d'Aulnay-sous-Bois qui aurait été violé par un policier lors d'une interpellation, faisait la une des journaux. Comme on pouvait s'y attendre, ce scandale et le sentiment d'indignation l'accompagnant ont entraîné de vives tensions dans de nombreuses villes de banlieue parisienne, telles Bobigny ou le Blanc-Ménil. Depuis l'affaire Théo, victime présumée de viol par des policiers, des vagues de manifestations ont gagné les banlieues parisiennes. C'est pas un problème pour la famille ou pour Théo, c'est un problème de société aujourd'hui. Vous avez un jeune qui éduque des enfants de 6 ans à 15 ans, il est animateur, il leur apprend le respect, les valeurs, à respecter la citoyenneté, à respecter l'uniforme, pour finir violé devant tous les autres gamins. Qu'est-ce qu'on répond à nos jeunes aujourd'hui par rapport à ça ? Les Français n'en peuvent plus, je vous le dis sincèrement, hein, de voir détruit, brûlé, saccagé ce qu'ils ont tant de mal à payer par leurs impôts. L'occasion pour certains politiques plus intéressés par leur élection que par l'unité du pays de s'offrir des polémiques à peu de frais et par là même de souffler sur les braises. Mais l'occasion pour nous de nous pencher, au-delà de cette sordide affaire, sur la situation vécue par les habitants de certains quartiers de notre pays. Car si l'acte criminel présumé d'un homme portant l'uniforme ne saurait symboliser le comportement général des forces de police, force est de reconnaître que de nombreux habitants des villes de banlieue se sont sentis personnellement touchés par cette affaire, entrant en résonance avec certaines humiliations vécues au quotidien dans un environnement déjà difficile. Il y a eu un rapport du CNRS en juillet 2009 qui donnait des chiffres sur la réalité du contrôle au faciès. On apprenait qu'un jeune ou quelqu'un d'apparence jeune a 11 fois plus de chances d'être contrôlé, qu'un arabe ou supposé arabe 8 fois plus de chances d'être contrôlé et qu'un noir a 6 fois plus de chances d'être contrôlé. Ça brise le rapport police-citoyen. D'une part, on a des citoyens qui se sentent humiliés, qui se sentent discriminés, qui se sentent systématiquement contrôlés en fonction de leurs origines parce qu'ils n'ont pas la tête ou la tenue vestimentaire qu'il faut. Et de l'autre côté, ça nuit au travail policier puisque quand vous créez de la méfiance, de la défiance, du ressentiment, vous ne pouvez pas être légitime dans l'action institutionnelle que vous essayez de mener. Si pour évoquer les banlieues, de nombreux experts parlent de territoires oubliés de la République, ce n'est pas pour rien. Envisagés dès leur création comme des lieux dortoirs pour une population ouvrière aux revenus modestes, reléguée à la périphérie des grandes villes, les banlieues n'ont guère connu ces dernières décennies qu'une dégradation de leur situation. La vie sociale, culturelle et associative qui pouvait y exister est aujourd'hui considérablement réduite, victime des coupes dans les budgets et de politiques marquées par le désintérêt vis-à-vis d'une population votant de moins en moins. La destruction de l'emploi industriel et l'explosion du chômage ont par ailleurs laissé de nombreuses personnes totalement délaissées, favorisant ainsi le développement de l'économie parallèle nourrissant les réseaux de trafic en tout genre. Face à cette situation, ceux qui le peuvent fuient les banlieues pour des territoires ruraux ou périurbains tout autant, si ce n'est plus, délaissés par les services de l'État. Et pour ceux qui restent, quant au sentiment d'abandon général viennent s'ajouter des événements vécus comme de la provocation, le vase déborde. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Non. De l'autre côté, enculé de flic, c'est pas convenable non plus. Dans les deux sens, ça n'est pas convenable. Voilà. Bien sûr, tout cela ne justifie nullement les violences ou incendies de voitures. Tout juste, cela permet-il de comprendre la situation de population perçue trop souvent par l'État comme un problème, là où le problème est justement la gestion par l'État de ces populations. Une gestion notamment policière, déléguée à des agents de police souvent mal formés et trop peu au contact des gens. Quand on parle de problème jeune police, très souvent c'est justement parce que ce lien a disparu, on n'a plus ces contacts au quotidien qui permettent justement d'échanger, de se connaître, de connaître les familles. Les agents de police sont eux-mêmes soumis à des politiques du chiffre inadaptées, favorisant contrôle aux faciès et bavures en tout genre et accentuant la méfiance d'une population qui pourtant ne demande pas mieux que d'être protégée contre les agressions et les incivilités du quotidien. Il n'y a plus de respect parce qu'on est à courir après le chiffre. Sous M. Sarkozy, je rappelle que le commissariat de Pau avait marqué chaque agent doit faire 83 outrages agents dans l'année. Qu'est-ce qu'on fait si on ne se fait pas insulter? On les provoque ou pas? Non mais voilà, on était arrivé à une
rentabilité statistique. Et tous les politiques, depuis une vingtaine d'années maintenant, essayent d'instrumentaliser la police. Mais quand ceux-là même qui se sont engagés pour protéger les citoyens se retrouvent à attiser les tensions du fait d'un manque de formation ou d'ordre donné sans connaissance de la réalité du terrain, les derniers liens qui unissaient les citoyens à l'État se brisent, les gens pètent les plombs et la situation devient explosive. Espèce d'imbécile, va. Tu mélanges tout. Les flics qui sont là-haut sont là pour protéger Abdel et sa famille, c'est tout. La majorité des flics dans la rue sont pas là pour vous taper, sont là pour vous protéger. Ah ouais, et qui nous protège de vous? Si ceux qui prennent les décisions dans des quartiers huppés y voient avant tout une opportunité d'assurer leur réélection, ce sont malheureusement tous les Français qui en payent les conséquences. Mais si le problème vient effectivement en grande partie de ceux qui prennent les décisions, cela signifie aussi qu'il n'y a aucune fatalité à cela. Le candidat à l'élection présidentielle François Fillon n'en finit plus de se retrouver au cœur de polémiques. Si c'est encore à la justice de déterminer si les emplois de sa femme et de ses enfants étaient oui ou non fictifs, il a en revanche admis lui-même avoir touché plusieurs centaines de milliers d'euros de la compagnie d'assurance AXA via sa société de consulting 2F Conseil. En toute légalité, selon les mots de François Fillon. En effet, la loi interdit à nos parlementaires de travailler en tant que consultants, sauf s'ils exerçaient cette activité avant le début de leur mandat. Et cette société a bien été déposée par François Fillon avant son élection comme député de la 2e circonscription de Paris. 10 jours avant, pour être plus précis. Entre 2012 et 2015, 2F Conseil a fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, dont 624 000 euros versés comme salaire net à François Fillon, son unique salarié. AXA s'est tenu par un très proche de François Fillon, on parle de 200 000 euros. Là, il est question de conflit d'intérêts. Là aussi, vous avez travaillé là-dessus. Ça revient, ces histoires de conflit d'intérêts dans plusieurs secteurs. Oui, avant de parler de Mme Pénélope Fillon et de ses rémunérations, on avait travaillé, on a publié d'ailleurs 2 articles sur la société de conseil. On avait un peu cherché son chiffre d'affaires, avec qui elle travaillait, et nous avions interrogé M. Fillon, qui a refusé de répondre sur le nom de ses clients. Il a dit non, je ne réponds pas. C'est d'ailleurs un peu bizarre, parce que ou bien il a des clients à cacher parce que ça serait déshonorant d'avoir travaillé pour eux, et dans ce cas-là, il ne faut pas qu'il travaille pour eux. Ou bien alors, ça n'a rien de choquant, rien de déshonorant, et pourquoi est-ce qu'il ne répond pas au canard ? On comprend que le candidat des Républicains n'aime pas faire étalage de ses activités parallèles à son mandat de représentant du peuple à l'Assemblée nationale, mais forcé par les circonstances et les scandales dans lesquels il est impliqué, François Fillon a fini par dévoiler lui-même les noms de ses clients. Parmi eux, la société AXA Assurance. Il a révélé lundi, on vous en a parlé, que par le biais de sa société de conseil 2F Communication, il avait travaillé pour 4 sociétés, Fimalac, la Banque Odo, la société d'experts comptables Ricol et Lastérie, et puis AXA. Et c'est là que se pose la question du conflit d'intérêts lorsque l'on apprend de la bouche de Henri de Castries, PDG d'AXA jusqu'à 2016, que la société de François Fillon a facturé des missions de conseil stratégique sur des sujets européens et internationaux à la compagnie d'assurance en échange d'une ouverture de portes à Bruxelles et à Berlin, notamment dans les négociations sur la directive européenne Solvabilité 2 sur une nouvelle réglementation des assureurs en Europe entrée en vigueur en janvier 2016. Et je crois que pour ça, il faut ne pas hésiter à revenir à un certain nombre d'idées simples, ne pas hésiter de temps en temps à faire appel à l'histoire et ne pas hésiter à faire appel à quelques notions très simples d'économie. François Fillon a dit précisément qu'il avait un nom en tête pour Matignon. C'est le vôtre ? Ça m'étonnerait. Henri de Castries a annoncé ouvertement son soutien à François Fillon le 17 janvier dernier et son nom est même cité comme possible ministre de l'économie et des finances en cas de victoire du candidat à l'élection présidentielle. Ça m'étonnerait. Cet homme, président depuis 2012 du comité directeur de Bilderberg, un groupe d'influence rassemblant une certaine élite internationale du monde des affaires, de la politique et des médias, est aussi l'inspirateur du volet économique du programme de François Fillon. Et ce programme, révélé par le candidat en fin d'année dernière, semble étrangement collé aux intérêts particuliers de grandes firmes d'assurance telles AXA. L'objectif, c'est de regarder s'il n'y a pas, sur certains types de soins, des personnes qui ont des revenus convenables qui peuvent participer un peu plus. Aujourd'hui, il y a énormément de franchises. En effet, François Fillon est partisan d'une importante réforme de la sécurité sociale qui ne couvrirait plus que les affections graves et de longue durée, tandis que toutes les affections considérées comme de petits risques, du rhume hivernal au vaccin, seraient laissées s'il était élu à des assurances privées.
Et je pense que le succès de François Fillon vient du langage de vérité qu'il tient et de la combinaison de calme et de fermeté qu'il manifeste dans ses propos. Et à chaque citoyen, donc, de contracter une assurance privée pour s'assurer en cas d'accident de la vie quotidienne, comme cela peut nous arriver à tous. François Fillon était donc rémunéré par son hypothétique futur ministre en échange de ce qui ressemble fort à un marché juteux sur le dos des citoyens via l'assurance maladie. Cela a effectivement tout l'air d'un conflit d'intérêts. Mais à quel point cette pratique s'arrête-t-elle aux agissements d'un seul homme, quand des représentants du peuple français censés légiférer pour l'intérêt général prennent aussi ouvertement parti pour les intérêts privés de grosses firmes au détriment des citoyens, que ce soit au niveau européen ou français, on est en droit de se demander qui ces représentants servent-ils vraiment? Leurs amis assurés de leur fidélité grâce à de grosses sommes d'argent ou ceux qu'ils sont censés représenter? Et tout de suite, notre séquence, le reste de l'actualité en 1 minute 38 à peu près. Depuis le mois de décembre dernier, Mayotte est en pénurie d'eau potable suite à une sécheresse inattendue. Une situation dramatique dans un département où 84% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté. 2 mois après, et après plusieurs manifestations des Mayotais, l'État français vient de se décider à réagir en évoquant la possibilité d'envoyer un tanker. En attendant, les Mayotais n'ont accès à l'eau qu'1 jour sur 3. Flambée des prix des légumes, les aubergines, courgettes, poivrons coûtent jusqu'à 5 fois plus que ce qui est habituel à cette période de l'année. En cause, les intempéries dans le sud de l'Espagne, d'où viennent la plupart de ces légumes, faisant chuter la production de 30%. Quand on sait que l'Espagne fournit 50% de ces légumes d'été que l'on trouve en hiver dans nos supermarchés, alors que la France produit assez pour permettre de faire assez de conserves pour l'hiver, on peut quand même se demander à quand une production raisonnée qui ne met pas tous ces légumes dans le même panier. Une étude de l'Institut national de la recherche agronomique a démontré que l'absorption de dioxyde de titane favorisait l'apparition de cellules cancéreuses chez les rats. L'INRA lance l'alerte sur cet additif alimentaire, aussi connu comme E171, présent dans des produits de consommation courante tels le dentifrice, les bonbons ou encore les plats préparés. Peut-être est-il temps que nos politiques appliquent le principe de précaution sur tous ces additifs alimentaires dont on n'est pas certain des effets, sinon qu'ils ne sont pas très bons pour la santé. 9 ans après le début de la crise qui avait ravagé le pays, la Grèce se retrouve à nouveau au centre de l'actualité, alors que le pays est supposé verser 6 milliards d'euros à ses créanciers en juillet prochain. La Grèce, une nouvelle fois dans l'expectative, alors que l'Allemagne fait désormais de la participation du Fonds monétaire international une condition à la poursuite du 3e plan d'aide. Commençons par rappeler les étapes passées du feuilleton qui aura vu un pays entier mis à genoux. En 2008, la Grèce entre en crise, victime de l'éclatement d'une bulle spéculative autour de sa dette publique. Goldman Sachs crée alors un produit financier et permet au pays de toucher de l'argent tout de suite, en vendant ses recettes de demain. Taxes aéroports ou loterie. Le pays connaît alors une forte croissance, mais est également sujet à de nombreux problèmes. La corruption au sommet de l'État, le clientélisme et une politique d'imposition extrêmement favorable à l'élite économique plombent les comptes du pays, contraint d'emprunter sur des marchés financiers à des taux de plus en plus élevés, et la spéculation sur la dette tourne à plein régime. Ce que la Grèce ignore, c'est qu'au même moment, la banque américaine parie sur un défaut de paiement d'Athènes en achetant des CDS, sorte d'assurance contre le risque. Jusqu'au jour où le risque devient trop élevé, où les spéculateurs se débarrassent massivement de leurs titres de créances pourris et que le pays se retrouve à court de liquidités. En parallèle, la crise bancaire venue d'outre-Atlantique contraint les États à intervenir pour empêcher la faillite bancaire, accentuant ainsi le gonflement de la dette. Dès lors, le pays ruiné se tourne vers la zone euro et le Fonds monétaire international, lesquels ne mettront en place leur plan de sauvetage pour renflouer les marchés financiers qu'en échange de politiques de coupes budgétaires drastiques. J'allais oublier un minuscule détail. Nous n'avons pas encore parlé du paiement. À défaut de s'attaquer aux privilèges de ceux ayant profité de la situation jusqu'ici. Sur le terrain, cet appauvrissement généralisé ne fait que plomber les possibilités de rebond de l'économie grecque, appelant ainsi à de nouveaux plans de sauvetage conditionnés à de nouvelles mesures d'austérité. Mais si on fait ça, mais l'année prochaine, on est exactement dans la même situation. Mais bien sûr, Nicolas. Mais bien sûr, mais rien ne changera. Vous êtes avec un pays qui ne peut pas vivre avec l'euro. Et vous êtes avec une zone euro qui a peur de ne plus pouvoir vivre sans la Grèce. Donc il faut annuler la dette. Mais oui, mais on ne va pas l'annuler parce qu'il y a quand même des Allemands derrière et...
Le piège se referme sur le pays. Pendant que les investisseurs se frottent les mains, le niveau de vie des citoyens chute de manière dramatique. L'espoir qui accompagne l'arrivée au pouvoir en 2015 d'Alexis Tsipras, nouveau Premier ministre, affichant sa volonté de rompre avec les politiques menées jusque-là, est de courte durée et le gouvernement Tsipras finit par céder à la pression des créanciers. Aujourd'hui, si ceux qui ont contribué à enfoncer la Grèce sous l'eau s'accordent pour imposer de nouvelles mesures d'austérité, n'hésitant pas à exercer des pressions pour ne laisser aucune marge de manœuvre au gouvernement, ils se divisent sur certaines questions. Alors que la dette grecque ne pourra jamais être remboursée, le FMI, en échange de la docilité du gouvernement, demande un allègement du niveau de la dette. Nous ne voyons pas d'horizon possible pour la Grèce, en particulier à moyen terme. La dette grecque n'est pas soutenable. Nous resterons à bord que s'il y a une approche réaliste, avec de vraies mesures et avec une vraie solution pour la dette. Mais le gouvernement allemand refuse d'entendre parler de cette hypothèse, donnant corps à l'idée absurde que le pays ne puisse jamais retrouver sa souveraineté économique et politique. Pendant ce temps, le Premier ministre grec enjoint l'Allemagne à ne pas jouer avec le feu, espérant naïvement que certains pays européens lui fassent entendre raison et s'accrochant à l'espoir, pourtant contrarié par les faits, que des négociations avec un ennemi bien décidé à faire de la Grèce un exemple pourront un jour porter leurs fruits. Que montre alors la situation de la Grèce? Tout simplement que chercher des partenaires dans des institutions faisant passer les intérêts de la finance avant celui des peuples et avant la démocratie est voué à l'échec, et que les gens derrière ces institutions ne comprennent que le rapport de force. Faute d'avoir compris cela, le gouvernement grec se retrouve malgré lui complice du martyre vécu par les citoyens qu'il avait pourtant promis de défendre. Une leçon que ceux qui sont appelés à gouverner notre pays devraient retenir, quitte à ce que nous soyons régulièrement amenés à leur rappeler dans notre intérêt et dans celui des générations futures. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à liker la page et à partager cette vidéo autour de vous. Vous pouvez aussi nous soutenir financièrement via notre page Tipeee. La semaine prochaine, vous retrouverez Laëlia pour un nouveau numéro du Fil d'actu. Salut et à la semaine prochaine.